À l'époque, je n'étais pas encore directrice de la programmation musicale ni responsable de la politique artistique d'RTL. Nous étions dans une transition. Radio Luxembourg devenait RTL. J'étais en charge, puisque j'étais l'adjointe de l'assistante de Roger Crécher, le directeur des productions artistiques, j'étais en charge de l'écoute des disques pour lui. Et il y avait une coordination artistique à l'époque, on commençait à former le bureau des programmateurs à RTL, et donc j'écoutais les disques pour ces réunions. Et Claude avait demandé à me connaître. Et pour que cette rencontre soit conviviale, il avait proposé, ce que j'acceptais très très peu à l'époque, un déjeuner. D'autant plus qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, Claude était quand même un personnage qui aussi m'intimidait un peu, même beaucoup. Donc, nous organisons ce déjeuner, il me fait chercher et on arrive à la Grande Cascade, au Bois de Boulogne. Et là, je me retrouve avec Claude, entouré de 2-3 personnes. Une ou deux autres arrivent en voiture pendant le temps du déjeuner pour lui apporter des documents. Il dicte des instructions à l'une, il parle de tel projet à l'autre. Et bon, on évoque vaguement 2-3 banalités. Et le déjeuner s'en va et je rentre au bureau. Et là, je me dis, mais pourquoi il a voulu déjeuner avec moi? Jamais plus je redéjeunerai avec ce garçon. Bon, après, on a fait des... Après, il a su d'ailleurs, quelqu'un lui a fait part de ma réaction. Et par la suite, il s'est arrangé pour que nos rencontres soient ou carrément dans le cadre professionnel, dans des studios, dans des bureaux, pour des écoutes, ou dans des cadres plus conviviaux, parce c'était quelqu'un qui savait inviter. Tout le monde vous parlera des sorties avec Claude. Pour vous dire par la suite, comme il savait que j'étais quand même quelqu'un d'assez strict et difficile, il a cherché à savoir par différents biais quels étaient mes points faibles. Et quelqu'un lui dit « Oh, Monique, elle a un seul point faible, c'est le champagne. » Alors, après, il s'arrangeait de temps en temps à me téléphoner. « Monique, ce soir, sortie champagne. » Et on faisait « Tu préviens, tu rentreras à table, sortie champagne. » Et on faisait 2-3 endroits. Et à chaque fois, il me faisait goûter un champagne différent. C'était Claude. De même que Claude était aussi coutumier par la suite. Le nombre de fois où je recevais des petits mots, comment ça va, avec des petites fleurs dessinées. Et bon, c'était des signes plus personnels parce qu'il a compris par la suite que je préférais des relations peut-être pas vraiment hors professionnel, mais plus directes, plus personnelles. Enfin bref, tout le déjeuner s'est passé à parler travail avec les uns et les autres. À la fin du déjeuner, je me suis dit pourquoi il a voulu déjeuner avec moi, et j'ai fait dire plus jamais je ne déjeunerai avec ce type. C'est comme ça qu'a commencé notre relation, disons, personnelle. Ce qui fait que quand il a su cette réaction, après, quand on se voyait, je dis pas en tête à tête, mais très souvent dans des cadres plus intimes et plus constructifs de travail. Alors, ce qui nous unissait, c'était quelque chose d'extra-professionnel, parce que Claude venait d'Égypte. Et moi, j'avais des parents dans la marine marchande, messager maritime. J'étais née à Madagascar. J'avais déjà traversé plusieurs fois le canal de Suez quand j'étais enfant. Donc, j'étais comme Claude. Je disais, on avait une famille. La maison, c'était l'univers. Et donc, on avait déjà cette notion d'ouverture sur les autres. Et rien n'était renfermé. Rien n'était mesquin. La différence avec Claude et d'autres, c'est que Claude très souvent intervenait directement. Les autres, il y avait leur producteur ou leur firme. Claude, il était tout. Donc le contact était direct avec lui. Parfois, il fallait faire expliquer les choses, pourquoi tel titre évoluait mieux ou moins que d'autres, le contexte du moment.
il l'acceptait. Bon, c'est vrai que Johnny l'énervait beaucoup. D'autant plus qu'il savait aussi que j'avais des relations assez personnelles avec Johnny. Alors c'était toujours un petit peu... C'était pas toujours facile de maintenir le relationnel entre les artistes et ce qu'on appelait à l'époque la famille RTL. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la famille des artistes RTL était très centralisée, enfin la culture RTL, le public RTL, et c'est vrai que notre public était aussi par définition le public de Claude François. D'ailleurs, moi j'ai un souvenir de la grande parade avec Michel Drucker, c'est que pour la première émission en public en province, Michel et Roger Krecher et nous, on avait fait appel pour la première émission à Claude, qui était arrivé, c'était en extérieur, puisque l'émission se faisait souvent en extérieur. Et donc il était arrivé, comme on le sait toujours, Claude, avec ses Claudettes, ses costumes. Mais même pour RTL Non-Stop avec Philippe Bouvard en studio, même pour les Super Clubs en studio, il arrivait en costume, les Claudettes, comme si c'était télévisé. Et donc, nous avions fait la première émission, la grande parade, Drucker et Claude François. Et à la fin, c'est avec Claude qu'on dit, bon, bah, cette émission, elle doit être construite comme ça, faite comme ça. Et je dirais presque qu'on a construit l'émission définitive avec Drucker et Claude. À l'époque, pendant 4 ans de suite, RTL organisait une radio dans une ville, c'est-à-dire on appelait ça la bulle, on étions sous chapiteau, et pendant une semaine, RTL déplaçait 80 de ses collaborateurs, journalistes, artistiques, techniciens, et faisait venir 100 à 150 artistes en live, en direct. Tout se passait en direct. Il n'y avait pas un disque programmé. C'était des bandes où les artistes venaient chanter en direct. Bon, il est bien certain que Claude a fait partie des 3 principales, d'ailleurs. Non, il n'est pas venu à Nancy. Il est venu à Tours. Non, il est venu à Lille. Oui, à Tours et à Lyon. À Lille, je me souviens, il arrivait des Antilles et Iglesias arrivait le même jour de Miami. Ils arrivaient tous les deux du bout du monde pour faire la bulle RTL. Et c'était, à Lille, ça a été une émeute. On a été obligé de barrer les routes, lui s'arrêter, sortir dans la rue pour dire bonjour, embrasser tout le monde. C'était la folie intégrale. Et à Lyon, je dis toujours, bon, c'est Lille comme Lyon, et Tours, je me souviens, c'est une anecdote un peu plus personnelle pour Tours. Il savait qu'à Tours, on allait partir, donc 8-10 jours. Je ne sais plus, j'avais dû lui dire, oh là là, je vais rester 8 jours sans ma fille. Et il m'a appelé le jour où il est venu, en disant, écoute, j'ai 2 ou 3 voitures qui vont sur Tours, il y a une voiture qui passe prendre ta fille. Ça, c'était tout Claude. Il a pensé à ce détail. Claude arrivait toujours avec... C'était comme une tournée. Hein. Il arrivait avec, je dirais presque, ses quarts. Et il faut quand même savoir qu'il n'y avait pratiquement pas de cachet. Il y avait peut-être des cachets de déplacement, des cachets, mais c'était jamais rémunéré. C'était vraiment un échange, amitié, promotion, et c'était vraiment basé effectivement sur une relation de respect, d'amitié et de ce que chacun pouvait apporter, de ce que le média pouvait apporter à l'artiste et de ce que l'artiste pouvait apporter aux médias. Et Lyon, d'abord il m'a fait parce que je disais toujours, je me souviens que pour Tours, l'émission avait lieu à 4h et j'avais, tu sais, elle démarre à 2h. Il est arrivé à 3h30. Et donc à Lyon, il devait se souvenir de ça, il est arrivé, mais ric et rac pour l'émission. Et c'était la dernière émission qu'il ait faite en public avant cet accident stupide. Et j'ai d'ailleurs un autre souvenir tout à fait insensé à ce sujet. Nous faisions une émission, c'était dans le cadre des courses de Francorchamps, du Grand Prix de Francorchamps. Donc dans le cadre de cette émission, on faisait une émission aussi en public après, mais qui se terminait assez tard. D'abord, elle a commencé tard parce que Claude est arrivé un peu plus tard, mais donc là, on pouvait moduler. L'émission s'est terminée assez tard, après il a signé, et sur le coup de 3h du matin, il a dit « on a faim ».
On était avec Nicoletta. Il a fait rouvrir un restaurant sur la route à 3 heures du matin, ou un restaurant qui était en train d'ouvrir ou de fermer, je ne sais pas. On s'est tous arrêtés là avec André Torrent, Nicoletta. Nous avons soupé à 4 heures du matin au lever du soleil. Ça aussi, c'est une image que je conserve de Claude. Je me souviens de 2 anecdotes concernant la scène avec Claude François. La première, c'est, bon, Claude, comme beaucoup d'artistes de l'époque, c'était je dirais, un staccanoviste des tournées, et notamment les tournées d'été. Et on se rejoignait à Orange, à Toulon, ou dans telle autre ville. Et je me souviens d'un été où j'étais allée le rejoindre, je ne sais pas si c'était des arènes ou un chapiteau. Et après le spectacle, j'étais avec lui dans sa loge, le spectacle venait de se terminer. Et là, j'ai assisté à une scène ahurissante avec son entourage et le public, où c'était mais la critique de tout, mais assez violente. Et je me disais, mais comment peuvent-ils accepter? C'est critique. Aujourd'hui, on appellerait ça du harcèlement. Mais bon, bah, tout le monde ressortait. Et une autre fois, dans un autre cadre un peu plus personnel, on faisait une émission publique, je crois que c'était au Châtelet à Paris. Et j'avais une jolie veste en daim à l'époque, vert pâle, avec une bordure de fourrure. Et innocemment, je monte sur scène derrière lui pour lui dire quelque chose. Et il me regarde, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, va-t'en, sors de cette scène. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai... Va-t'en, je te dis, va-t'en. Bon, je m'en vais, je sors, et regarde, mais tu enlèves cette veste. Elle était verte, et je savais pas qu'il ne fallait pas porter de vert avec lui sur scène. Dans les premiers souvenirs partagés, je crois qu'il avait encore un bureau près de l'avenue Montaigne à l'époque. Et avec Roger Crécher, on était allé pour écouter, je crois que c'est un soir de 68, des disques chez lui. Et on est arrivé, il était mais fou de joie, d'excitation, de bonheur. Et il venait d'apprendre que Sinatra, sur une proposition de Paul Anka, allait enregistrer, comme d'habitude, My Way. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai une sœur qui vit aux États-Unis, et qui a mis très longtemps à savoir que My Way était une chanson française. Elle croyait absolument que c'était une chanson américaine. Et il ne pouvait pas le croire. Et c'est vrai que c'est aussi une époque très forte pour Claude, parce que le titre « Comme d'habitude » a été le premier titre de son premier disque sur la Maison Flèche. C'est aussi la chanson qui explique l'éternité de Claude François. Parce que qu'est-ce qui fait qu'une chanson traverse les âges? C'est sa correspondance avec la sensibilité d'une époque, mais la sensibilité des publics de toutes les époques. Et je crois que Comme d'habitude, comme Ne me quitte pas, touchera des publics pendant des générations. Et je crois même, et ça c'était une chose qui m'avait un petit peu étonnée, c'est ce soir-là que j'ai appris l'existence de Coco. C'est très lié à ce soir-là. Et j'avais été un petit peu, on en avait un petit peu parlé parce que ça m'avait un petit peu surpris qu'il n'ait pas voulu en parler plus tôt. Le jour où j'ai appris la mort de Claude, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Je crois me souvenir que c'était un week-end d'élection. C'est la raison pour laquelle j'étais descendue dans la Creuse où j'ai une maison. Et à un moment, ma fille m'appelle. Elle dit « Maman, tu m'as interdit de donner ton téléphone dans cette maison, mais il y a quelqu'un qui vient de m'appeler en pleurant et je ne sais pas ce que je dois faire. » Alors je lui ai dit « T'as demandé le téléphone de cette personne ?» Elle m'a dit qu'elle s'appelait Marie-Thérèse. Donc, j'ai dit oui. Bon, bah, je vois qui c'est. Et je dis, bon, bah, t'as bien fait, je vais la rappeler. Et puis, à ce moment-là, il y a quelqu'un d'RTL qui m'appelle et qui me dit, Monique, il paraît que Claude aurait eu un accident et qu'il serait mort. J'ai dit, non, c'est pas possible.
Et puis après, j'ai réalisé l'appel qu'avait eu Laurence. J'ai dit, bon, et là-dessus, bien sûr, la personne d'RTL, mais Monique, dis-nous qui on peut... Ah, j'ai dit, vous me foutez la paix, c'est pas le moment de me demander quoi que ce soit, je veux savoir ce qui est arrivé à Claude. Et donc, je rappelle chez Claude et je tombe sur Marie-Thérèse, et qui me raconte ce qui s'est passé. Ah ben, j'ai dit à Marie-Thérèse, ah non, 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 non. Et j'étais en train, vous savez, j'étais dehors à ce moment-là en train de préparer, depuis j'ai toujours le rocher Claude François chez moi. J'étais en train de préparer, de réaligner des rochers qu'on avait sortis de la terre, qu'on avait... Et je dis, mais t'es idiot, mais t'es complètement idiot, mais t'es un... mais qu'est-ce que tu allais faire là? Mais qu'est-ce que... C'est pas toi ça, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. Et j'étais dans une colère, mais une colère. Avant d'avoir le chagrin, j'ai eu la colère, parce que c'est pas possible que lui ait fait ça. Je dis, c'est pas possible que toi tu aies fait ça. Et puis bon, la réaction émotionnelle passée, j'ai rappelé Marie-Thérèse et j'ai dit à Marie-Thérèse, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Marie-Thérèse me dit, Monique, rien, venez quand vous arrivez, quand vous pouvez. Et là, j'ai pris ma voiture et je suis arrivée boulevard Excellence. C'est marrant parce que quand on jouait Belle Belle Belle, la première fois, les premières répétitions, quand je suis rentré dans le monde de Claude François, les première répétition, c'était à Génère chez Philippe, c'était un studio qui devait faire 4 mètres carrés. Et là, il y avait 6 musiciens et lui. Et on joue, et quand la chanson est finie, je le vois, il est de dos. Je me tourne vers le bassiste, j'avais les partitions, je me tourne, qu'est-ce que c'est? Il s'était déjà mis